Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour votre émission Santé 10. Bien entendu, nous ne pouvons pas commencer l'émission en faisant comme si tout était comme avant. On a appris effectivement, comme tout un chacun, cette nouvelle qui nous a ébranlé, le départ de Cédric Cornet, le décès du maire du Gosier, Cédric Cornet. Et effectivement, toute l'équipe de Canal 10 a été très touchée. Et donc, on ne pouvait pas commencer notre émission Santé 10 sans partager, échanger dessus. Je vais profiter aussi pour souhaiter énormément de courage à la famille Adécalon parce que nous avons eu aussi le départ de Yvon Adécalon qui a été très connu dans le sport, le domaine de la pétanque en Guadeloupe, qui a été un grand champion. Et lui aussi, eh bien, s'en est allé aujourd'hui. Donc voilà, que des nouvelles qui nous attristent, mais on souhaite énormément de courage à l'ensemble des familles endeuillées. Ce soir, nous parlons de schizophrénie, de bipolarité. Pour en parler sur le plateau, un professionnel de santé et un témoignage très important. Merci à vous d'être avec nous. Place aux invités. Et ce soir, nous avons choisi comme thématique la schizophrénie, la bipolarité. On en parle avec un témoin, quelqu'un qui va nous raconter son histoire, qui a eu le courage de venir ici. D'ailleurs, qui a été une personne qui nous a demandé de venir pour en parler parce qu'il pense que son témoignage peut encourager et aider les autres. Je parle bien entendu de Sébastien Jean-Louis. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là et puis merci d'avoir accepté de faire en direct dans l'émission Santé 10 ce témoignage sur votre histoire. On en parle dans un court instant. J'aimerais juste préciser que vous avez été infirmier durant de longues années. On va en parler dans un court instant. À vos côtés, on va dire bonsoir à notre psychiatre, le docteur Bilal Yanis Abdelkrim. Merci d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation sur cette thématique où il y a beaucoup à dire. Effectivement. Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être ici. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avant de demander à Sébastien de nous raconter son histoire. Je veux bien qu'on revienne un petit peu sur ce que c'est que ces deux maladies, la schizophrénie et la bipolarité, et puis parler un petit peu de la différence, entre les deux, docteur. Alors, on a vu la dernière fois, lors de la dernière émission du 25 janvier, que la bipolarité faisait partie des troubles thymiques, c'est-à-dire les troubles de l'humeur, et que c'était caractérisé par la survenue d'un épisode maniaque ou hypomaniaque d'une durée d'environ une semaine où on avait l'humeur qui était très exaltée avec, on va dire, entre guillemets, une humeur qui part dans les tours, des idées qui vont très vite, une exaltation, une augmentation de la confiance en soi, etc. J'invite les téléspectateurs à voir l'émission du 25 janvier. Donc ça c'est un trouble de l'humeur. Et il peut y avoir aussi des épisodes dépressifs. On a un retour entre les épisodes à un état, on va dire, de base, un état de thymie neutre, d'humeur neutre. Alors que la schizophrénie fait partie des troubles psychotiques. Alors les troubles psychotiques, c'est une catégorie de troubles qui est très vaste. Alors la schizophrénie, c'est caractérisé déjà par la durée. La durée, c'est pas une semaine, c'est 6 mois. D'accord. Donc bien sûr, je parle des définitions que l'on a dans nos classifications internationales. Alors, c'est caractérisé par plusieurs symptômes. Alors, les premiers symptômes que l'on va aborder, c'est ce qu'on appelle les symptômes positifs. Alors, les symptômes positifs peuvent être caractérisés par un délire. Alors, le délire, on avait vu dans le trouble bipolaire qu'il pouvait y avoir un délire dans l'épisode maniaque. C'est un délire, ce qu'on appelle un délire congruent à l'humeur, qui est souvent mégalomaniaque. Donc, la personne est très exaltée, elle veut faire des projets irréalistes, fils du président, etc. Bon, voilà. Dans le trouble schizophrénique, on parle plutôt d'un délire de type paranoïde. Donc là, on a une perte de contact avec la réalité. Il y a des thématiques très diverses. Alors, il peut y avoir la thématique mégalomaniaque, mais on peut avoir d'autres thématiques, des thématiques de filiation, des thématiques religieuses, mystico-religieuses. Souvent, c'est la sorcellerie. Et la thématique que l'on rencontre la plus souvent, c'est la thématique de persécution. Donc le patient a une perception, tout est interprétatif, c'est pas qu'interprétatif, mais il a une interprétation de son environnement qui est hostile, et ce délire qu'on appelle un délire paranoïde se caractérise vraiment par des éléments qui sont vraiment
en dehors de la réalité. C'est moins construit, entre guillemets, moins construit que le délire qu'on peut retrouver dans la bipolarité. Parmi les symptômes positifs, on peut avoir aussi des hallucinations. Donc les hallucinations, ça peut aller des bruits jusqu'à des voix, des personnes qui nous parlent, et quand c'est vraiment grave, des injonctions. Des injonctions qui peuvent être, on va dire, hétéro-agressives, mais souvent, c'est des injonctions qui sont quand même auto-agressives, où le patient va faire du mal, donc c'est vraiment un critère de gravité chez nous. Et aussi, contrairement à la bipolarité, où on a une exaltation de l'humeur, dans la schizophrénie, on a un détachement. Le patient est détaché, il y a très peu d'affect. On parle de la froideur du patient atteint de schizophrénie. Ensuite, on a une désorganisation, donc on peut avoir une désorganisation verbale et comportementale, donc le patient parle mais on ne comprend pas, il n'y a pas de syntaxe, il n'y a pas de grammaire, voilà, les mots se suivent, on parle même de diffluence, on imagine, voilà, vous tirez un fil comme ça, et le patient continue à parler, mais il n'y a aucun sens à ce qu'il dit. Et ensuite, on a les symptômes négatifs. Ça, c'est très important, on va voir tout à l'heure dans le cadre du dépistage. Les symptômes négatifs, c'est ce qu'on appelle le repli autistique. Donc, le patient reste chez lui, isolé. Les rapports sociaux sont rares. Et on peut aller jusqu'à la pragmatie, c'est-à-dire que le patient ne sait plus s'habiller, ne sait plus faire à manger, ne sait plus comment aller travailler. Il y a vraiment une marginalisation, une désadaptation totale. Dans les cas les plus graves, hein, ça peut aller très très loin, avec des incuries énormes, une adaptation totale à la société. Et on peut avoir, bien sûr, avec des troubles cognitifs, dans les troubles de la concentration, des troubles voilà, de la mémoire, etc. Et on peut avoir aussi l'association des deux, ce qu'on appelle un trouble schizoaffectif. On peut avoir des symptômes de la schizophrénie avec un épisode maniaque. Les deux peuvent être associés. Voilà. Donc, grosso modo, on a d'un côté un trouble psychotique, d'un autre côté un trouble de l'humeur. C'est vraiment deux maladies totalement différentes. Totalement différentes. Ma question, on va entendre tout à l'heure le témoignage de Sébastien. Parfois, il y a peu de choses qui empêchent de diagnostiquer clairement est-ce que c'est plus la bipolarité ou la schizophrénie? C'est une question. Hein. Alors, bien sûr, tout ça, c'est, encore une fois, dans le diagnostic de ces maladies, c'est un diagnostic qui est souvent rétrospectif. On refait l'histoire de la maladie. On voit bien que dans la bipolarité, on a des épisodes bien individualisés de plusieurs semaines, peut-être parfois plusieurs mois, hein, ça existe. Mais ce sont des épisodes on va dire, d'accès maniaque avec tous les symptômes qu'on en a parlé la dernière fois, qui peuvent être présents dans la schizophrénie lorsqu'il y a un trouble schizoaffectif. Mais entre les épisodes de dépression et les épisodes de manie hypomanie, il y a un retour quand même. Et il y a des troubles cognitifs, parce qu'effectivement, dans les accès hypomaniaques, il y a une destruction neuronale, il y a des troubles cognitifs, mais on n'a pas le même contact, la même présentation clinique que dans la schizophrénie. Après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, on va les voir après, les facteurs pronostiques, mais c'est vraiment deux maladies qui sont totalement différentes. Voilà. On va revenir tout à l'heure, docteur, sur le diagnostic à nouveau, sur comment on devient schizophrène ou bipolaire. Est-ce qu'on guérit de la bipolarité ou de la schizophrénie? Quel pronostic? On doit en parler. On va parler aussi des traitements, de la prise en charge. On reviendra sur tous ces petits détails dans un court instant. J'aimerais revenir avec monsieur Jean-Louis Sébastien sur son histoire. Alors, Sébastien, on a le temps et je voudrais vraiment qu'on raconte avec des détails ce qui s'est passé. On est en quelle année? Vous avez quel âge? Et là, vous êtes infirmier et vous travaillez plus précisément au CHU de la Guadeloupe. C'est ça? Tout à fait. Alors, on vous écoute. Alors, effectivement, donc, j'ai commencé à travailler au CHU en 2004. Et en 2008, à l'âge de 33 ans, j'ai eu un accident. Et les médecins, quand je suis arrivé aux urgences, il était compliqué sur le coup de déterminer les causes de l'accident. Alors, certains ont dit une crise d'épilepsie, et puis on m'a mis sous traitement épileptique, et les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre. Sauf que j'ai refait une autre crise, et cette fois-ci, j'ai été hospitalisé à Monterrand, parce qu'en fait, comme j'ai été infirmier en psychiatrie, on ne pouvait pas me réhospitaliser au sein du service. Donc, j'ai été acheminé, prise en charge par Monterrand. D'accord. Donc, à ce moment-là, donc, le médecin, le psychiatre, il a posé le diagnostic de bipolaire. Voilà. Ça, c'était clair et net, et c'était un choc pour moi, parce qu'en fait, je vivais comme tout le monde.
Et en fait, du jour au lendemain, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire, comme le docteur a dit, j'étais pas en fait, je voyais ce que je faisais, mais j'avais aucune prise sur les événements. C'est-à-dire que je me voyais faire des choses. Je vais vous décrire précisément ce que je faisais. Alors, je me suis vu déambuler nu sur la voie publique. Je me suis vu me masturber sur une plage où il y avait plein de monde. Je me suis vu voler dans les magasins à Destreland où j'ai été mis en garde à vue. J'ai connu tout ça, en fait. Je me suis vu aller dans le quartier des prostituées, faire des choses que j'avais jamais fait. Vraiment, j'ai envie de dire, la providence était là, j'étais protégé parce qu'aujourd'hui, je suis là en train de témoigner. Et pour moi, je suis un miraculé et en fait, j'ai confiance en la vie. Et c'est cette confiance, cette foi qui m'a permis d'arriver là où je suis. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Monterrand et des hospitalisations répétitives parce que je n'adhérais pas au traitement. Tout simplement, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je n'acceptais pas que j'avais un problème. Donc il y avait le déni de la maladie, c'était compliqué de l'accepter. J'étais jeune, j'ai 33 ans, d'un coup ça me tombe dessus et je ne comprends pas ce qui m'arrive, je me retrouve dans une zone psychiatrique du jour au lendemain. Donc il y avait cette raison, d'autres raisons. Les effets secondaires du traitement, en fait, des traitements, étaient assez lourds pour moi. Parce qu'en fait, chez le bipolaire, il y a un problème de gestion des émotions. Et en fait, je me trouvais comme... si je ne ressentais moins les choses, je ne me sentais pas vivant. Et je sentais que quand j'arrêtais le traitement, je recommençais à ressentir les choses, à être plus vivant. Et j'avais des expériences, on va dire de l'ordre mystique, que je n'avais pas dans le quotidien. Donc je recherchais cet état continuellement. Et voilà, donc c'est les deux raisons principales qui ont fait que je n'ai pas adhéré au traitement pendant des années. Je n'ai adhéré au traitement qu'en 2017. En 2017, il y a eu... un des médecins a pris, Dr Aboud, en fait, qui me prenait en charge. Il a pris une mesure, il m'a dit, là, si tu ne prends pas le traitement, j'appelle la police, la gendarmerie, ils viennent te chercher dans ton travail. Et en fait, j'ai eu peur. Donc, il m'a mis sous injection. Et en fait, c'est grâce à Dr Aboud que j'ai adhéré au traitement. Sur le coup, c'était mon persécuteur. D'ailleurs, à chaque fois que j'étais hospitalisé, j'avais autour de moi c'était que des persécuteurs. Ma famille, ma mère, tout le monde, en fait. Ils m'en voulaient. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent à ce moment-là. Maintenant que je suis sorti complètement de ce cauchemar, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je remercie ma mère parce qu'elle a été présente. Ça a été très, très difficile pour elle parce qu'elle venait de perdre mon père et elle devait assumer un fils bipolaire et c'est parce qu'elle était là que j'ai pu m'en sortir. Beaucoup de personnes, l'équipe médicale aussi, ils étaient présents. Et c'est cet accompagnement, cette proximité qui a fait que je suis là aujourd'hui. Voilà. J'ai envie de dire, la guérison arrive par soi-même. Mais on a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir bien, en fait, pour pouvoir aller vers notre chemin de guérison, notre propre chemin. On a besoin des traitements. Avant, j'étais vraiment anti-traitement. Et c'est pour ça que je n'ai pas adhéré. Et parce que j'ai vu mon père aussi mourir, en fait, parce qu'il prenait de la chimiothérapie. Donc, en fait, j'avais une mauvaise opinion, en fait, de la chimie. Donc, je me suis dit, non, moi, je ne prendrai jamais de traitement. Voilà, j'étais catégorique. Sauf qu'on en a besoin. S'il n'y avait pas les traitements, j'aurais pu me suicider, On est complètement déconnecté de la réalité. Donc, on a besoin de cette chimie pour s'équilibrer. À quel moment, à quel stade et à quel moment il y a alors revers peut-être pas, mais on parle de schizophrénie. À quel moment on vous parle de parce qu'on vous a parlé de schizophrénie? Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas tout dit aux médecins, parce que je n'avais pas confiance dans le corps médical, mais j'ai vécu des expériences telles qu'un schizophrène peut vivre. Donc j'ai eu des hallucinations auditives, olfactives, visuelles. J'ai eu toutes ces expériences. Donc, et je crois qu'à un moment donné, j'avais eu accès à mon dossier, j'ai cru voir qu'il y avait bipolarité à type schizoïde. Il y avait quelque chose comme ça, en fait, où on ne savait pas trop, c'était pas très clair, en fait. Voilà. Ensuite, Sébastien, parce que vous avez connu des étapes un petit peu difficiles, hein. On a parlé d'isolement. Très, très difficile. En fait, pour arriver là où j'en suis, donc j'ai dû faire accepter le traitement et j'ai dû commencer vraiment à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette maladie? Pourquoi ça m'arrive? Donc, je me suis fait ma propre psychothérapie parce qu'en fait, je n'adhérais pas
à ce que me proposaient les psychologues. J'avais pas confiance dans le corps médical. Donc, j'ai dû faire mon propre travail, donc j'ai pris le problème à bras le corps. Donc, je me suis orienté vers ce qu'on appelait du développement personnel. Donc, je me suis formé à différentes pratiques. Et je me suis aussi interrogé sur mon vécu. Donc, j'ai interrogé ma famille sur comment s'est passée ma naissance, mais vraiment tout dans les détails, pour que je comprenne pourquoi j'étais de cette façon. Donc, j'ai compris aussi que dans la bipolarité, beaucoup de choses qu'on exprime, ce sont des choses... ce sont des émotions qu'on garde en nous et qu'on n'exprime pas. Et j'ai envie de dire, toutes les maladies, pas que la psychiatrie, mais toutes les maladies, ce sont des émotions à l'intérieur de nous. Le corps exprime ces maladies. Et bon, dans le domaine de la psychiatrie, ça peut se voir, enfin, ça se manifeste. Ça peut être la bipolarité, la schizophrénie. Il y a plein de pathologies en psychiatrie. Mais c'est toujours par rapport à un problème émotionnel et relié à l'histoire de la personne. Et chacun a une histoire différente. C'est pour cela que c'est aussi complexe. Ça veut dire aussi, Sébastien, qu'on vous a traité à un moment pour la bipolarité et ensuite pour la schizophrénie? C'était le même traitement, parce qu'en sensiblement, c'est quasiment les mêmes molécules pour les deux pathologies. Donc en fait, j'avais un traitement, c'était le Xéplion que je prenais en injectable. Donc j'ai connu les chambres d'isolement, bien entendu, parce que j'étais en rupture de traitement, donc j'étais incontrôlable, dangereux pour les autres et dangereux pour moi-même. Donc la chance que j'ai eue, c'est que la molécule avait un effet très rapide. Donc très rapidement, je sortais et mon séjour ne se prolongeait pas en fait dans l'établissement. Et en fait, dès que je reprenais le traitement, eh bien, tout allait bien. Sauf que je restais pas très longtemps en fait. J'arrivais pas à adhérer. Et puis en 2017, il y a eu le déclic. Et après, la guérison est arrivée en 2022. Et parce que j'ai appris en 2022 à libérer mes émotions. Alors, mon environnement a pris cher. Pourquoi? Parce que mes amis, mon environnement, et je me suis retrouvé seul à ce moment-là parce que j'avais besoin d'exprimer cette colère que j'avais en moi, beaucoup de souffrance. Et en fait, tout ce que je n'avais pas pu dire, tout ce que je n'avais pas pu exprimer à ma famille, à mes amis, eh ben, je l'ai fait. Et c'était pour moi une thérapie. Et aujourd'hui, je demande pardon en tout cas à toutes ces personnes. Je n'ai pas pu faire la paix avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable d'accepter tout ce qu'elle a en face d'elle. Hein. Ma mère m'a accueilli à bras ouverts comme elle le fait toujours. Mais tout le monde n'a pas compris ce qui se passait. Voilà. Donc, j'ai envie en tout cas de remercier toutes les personnes, certaines personnes qui m'ont aidé en tout cas à arriver là où je suis, car je ne l'ai pas fait seul. Voilà. On va tout à l'heure revenir sur ce déclic. Oui. Et toute cette période qui vous emmène aujourd'hui à ce que vous êtes, cet homme qui est capable de venir ici sur un plateau télé, parler aux téléspectateurs de cette période douloureuse et donner envie à ceux qui sont malades de s'en sortir parce qu'on peut s'en sortir. Docteur, ce que vous entendez, ça vous parle? Ah oui, ça me parle totalement. Parce que là, vous avez très bien décrit un accès maniaque, hein, tout à fait, avec cette désinhibition. J'imagine un délire derrière, mystique. Alors, je ne sais pas quel était le motif, les caractéristiques du délire, mais en tout cas, tout ce que vous me dites, pour l'instant, ça me fait penser clairement à une bipolarité. Je vois très peu de schizophrénie là-dedans. Ensuite, effectivement, vous avez pu vous rétablir, vous avez pu retourner à un état. On sait que dans la bipolarité, quand c'est traité tôt, qu'on ne laisse pas l'accès maniaque ou hypomaniaque, ou même l'épisode dépressif évoluer trop longtemps, on a une qualité de vie. Les études montrent qu'il y a une qualité de vie quasiment à l'état initial, c'est-à-dire quasiment avant l'épisode. Donc voilà, vous avez parcouru, vous avez fait un long chemin. Vous avez pu, voilà, on peut parler de rétablissement chez vous, c'est un vrai rétablissement. Ensuite, voilà, c'est vraiment la bipolarité, en tout cas moi, comme je la vois, c'est vraiment très différent de la schizophrénie. J'ai parlé de désorganisation. Vous n'avez pas, bon, c'est un peu compliqué, on va pas refaire le diagnostic, mais par exemple dans la bipolarité, on a dans les accès maniaques, on a les idées qui fusent tellement, on a des coques à l'âne. Et ça peut paraître une désorganisation, mais ce n'est pas une désorganisation. C'est juste des coques à l'âne, on part d'un sujet à un autre. Et ça, c'est aussi des caractéristiques. Au niveau du délire, le délire dans la bipolarité, c'est un délire qui est souvent, quasiment tout le temps, congruent à l'humeur, c'est-à-dire un délire floride, exaltation, beaucoup de désinhibition, etc. Donc oui, moi, ça me fait tout à fait penser à une bipolarité, ce que vous me dites. Après, voilà, dans la bipolarité, les études montrent, en tout cas, il y a une étude récente qui montre que l'évolution sans traitement est forcément péjorative.
Alors, le traitement, ça peut être un traitement médicamenteux. Enfin, en tout cas, l'évolution sans prise en charge est forcément péjorative. Mais vous avez parcouru un long chemin, quoi. Félicitations, parce que c'est très compliqué. Ouais. C'est pas facile du tout. Ouais. C'est pas facile. Docteur, est-ce qu'on peut revenir sur le côté diagnostic, comment on diagnostique l'un et l'autre? Alors, il est vrai qu'on a déjà parlé de la bipolarité dans une autre émission, mais cela ne nous empêche pas de revenir rapidement sur le diagnostic de la bipolarité et puis plus largement sur le diagnostic de la schizophrénie. Alors oui, tout à fait. Alors en psychiatrie, on n'a pas de examen complémentaire spécifique qui dit un peu comme un scanner ou qui disent bon voilà vous avez la maladie ou un bilan biologique comme on a dans les autres maladies somatiques. Le diagnostic est clinique. Il est rétrospectif. Alors, c'est sûr, quand le patient vient désorganisé et avec un délire, là, le diagnostic est clair. Le diagnostic de schizophrénie est clair. Lorsque le patient arrive en accès maniaque avec tous ces éléments dont on a parlé, effectivement, le diagnostic est clair. Mais souvent, quand le patient nous consulte en dehors des épisodes de décompensation, le diagnostic, comme on a dit tout à l'heure, était rétrospectif. On fait l'histoire de la maladie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des centres experts schizophrénie, des centres experts bipolaires, où les patients viennent, ils passent une journée là-bas, où on refait absolument toute l'histoire de la maladie depuis la naissance, depuis l'enfance. Alors, on fait quand même, bien sûr, des examens complémentaires, des scanners, des IRM, des bilans biologiques, pour éliminer une autre cause. Il peut y avoir des formations neurologiques, il peut y avoir des maladies neurologiques qui peuvent entraîner des symptômes. Alors, pas la maladie, des symptômes qu'on peut retrouver dans la schizophrénie et dans la bipolarité. Mais le diagnostic est clinique. Il faut consulter, il faut aller au CMP. Il faut avoir le courage d'aller au CMP le plus rapidement possible. On va le voir, cette notion de temps, de diagnostic est primordiale, surtout dans la schizophrénie. Et aussi, ce qui est très, très intéressant, ce que vous avez dit, que vous avez eu un isolement social, que vous avez eu des conséquences effectivement dans la bipolarité. Nous, ce qu'on craint le plus, bien sûr, c'est l'épisode en lui-même, parce qu'il y a une destruction neuronale, il y a des troubles cognitifs, etc. Mais les conséquences que le patient ou la patiente de ces actes pendant l'épisode peuvent être terribles. Enfin, vous avez très bien expliqué ce que vous avez fait. Derrière, on a une incompréhension de l'entourage, financièrement, tout. Et on va voir tout à l'heure, il y a une autostigmatisation que l'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est important, effectivement, de prendre en charge, de faire le diagnostic clinique. Le diagnostic, c'est pas compliqué, un psychiatre suffit. Une salle, un bureau, un psychiatre, une feuille, un stylo, ça suffit. C'est suffisant. C'est suffisant. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, on est là. On n'est pas là pour enfermer les gens, on n'est pas là pour... je pense que l'isolement est nécessaire lorsqu'on est dans des états qui sont totalement décompensés, agitation, avec un patient inaccessible. Bien sûr, on n'a pas d'autre solution. On est en train de trouver d'autres méthodes plus douces, peut-être des services d'isolement, parce que être entre quatre murs, c'est sûr que c'est terrible, c'est traumatique. Mais il a si bien expliqué, Sébastien, en disant j'étais dangereux pour les autres et pour moi-même. Donc qu'il n'y avait peut-être pas d'autre solution à ce moment-là, en tout cas. Alors, il faut savoir, alors il me semble, dans l'accès maniaque, le risque suicidaire, c'est x15 par rapport à la population générale. Dans l'accès mixte, alors il faudrait que les téléspectateurs regardent l'ancienne émission, mais pas dans l'accès mixte, c'est-à-dire qu'on a des éléments dépressifs et des éléments maniaques, et surtout les maniaques. Le risque suicidaire, c'est x30, c'est le plus gros. Et là, par contre, il faut agir très rapidement, et l'isolement peut être justifié à ce moment. On est obligé. Notre rôle, c'est de vous protéger contre vous-même, contre les autres, certes, mais nous, on est là pour ça, on a l'habitude, mais surtout contre vous-même. C'est notre objectif principal. Alors, nous sommes en même temps en Facebook Live ce soir, comme chaque jeudi, entre 20h et 21h, et beaucoup de téléspectateurs et beaucoup de personnes qui nous suivent aussi sur les réseaux postent des petites questions, et parmi les questions, ils demandent comment on devient bipolaire ou comment devient-on schizophrène. Alors on développe. On peut développer la maladie. Alors, lors de la dernière émission, j'avais évoqué le modèle stress-vulnérabilité. J'invite encore les téléspectateurs à regarder. Donc, on a un terrain familial, un terrain génétique. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais un terrain génétique. On sait dans la bipolarité, il y a jusqu'à 60% de facteurs génétiques. Donc, c'est énorme. La bipolarité, c'est vraiment une maladie qui est transmise, on va dire, entre guillemets, par la descendance, on va dire. Par l'ascendance, plutôt. Et donc...
on peut avoir une faible ou une forte vulnérabilité à la maladie. Tout va dépendre des facteurs de stress. Qu'est-ce qu'on va pouvoir contrôler? Si on a une vie qui est saine, si on a un travail, si on a une vie familiale, si on accomplit nos objectifs de vie, vous parlez de développement personnel, si on accomplit nos objectifs de vie, on est satisfait de notre vie, surtout éviter les consommations de toxiques, alcool, drogue, etc. Ça, c'est terrible. On peut ne pas développer la maladie, on peut vivre très bien. Quelqu'un qui a une forte vulnérabilité, des petits facteurs de stress peuvent vite faire décompenser la maladie. Quelqu'un qui a une faible vulnérabilité, s'il a beaucoup de facteurs de stress, il va décompenser la maladie. Donc ça va dépendre vraiment de tout cet environnement, contrôlable ou pas, mais le but c'est vraiment de contrôler vraiment les facteurs qu'on peut éviter, quoi. Voilà. Donc ça demande une hygiène de vie, ça demande si on sait que l'on a des parents si on a des antécédents familiaux, on doit être quand même plus alerte, plus vigilant sur notre qualité de vie, sur notre hygiène de vie, et faire en sorte d'éviter certains événements, certains facteurs qui peuvent faire décompenser basculer la maladie. Et partir dans... faire basculer. Ça, je vous propose de marquer une courte pause puisqu'on arrive déjà à la moitié de notre émission. On va revenir juste après. On va parler de pronostics. Est-ce qu'on guérit de la schizophrénie? Est-ce qu'on guérit de la bipolarité? Est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien, il peut se dire ça y est, je ne vais pas mieux, je ne vais pas bien, je suis guéri. Est-ce qu'on peut dire ça? On va revenir sur tous ces petits détails, et notamment la prise en charge, les traitements. On en reparle juste après la pub. Et si vous prenez en cours cette émission ce soir, Santé 10, sachez que nous parlons de la bipolarité, de la schizophrénie, que nous avons sur le plateau un invité qui témoigne, qui est un ancien infirmier, c'est Sébastien Jean-Louis, et puis nous avons notre psychiatre qui a répondu à notre invitation ce soir, le docteur Bilal Yanis Abdelkrim. Nous étions juste avant la petite pause, nous étions en train de parler de cette partie pronostic. Et puis, est-ce que, docteur, on guérit de la schizophrénie, on guérit de la bipolarité? Alors, généralement, dans les troubles psychiatriques, on ne parle pas de guérison, on parle de rémission et rétablissement. Alors, on se remet de l'épisode. On se remet de l'épisode psychotique dans la schizophrénie, on se remet de cet épisode où on a un délire, on est désorganisé, où on a peut-être des symptômes négatifs, etc. Dans le trouble bipolaire, on se remet soit de l'épisode dépressif, soit de l'épisode maniaque ou hypomaniaque, mais on stabilise. Et ensuite, on parle de rétablissement lorsqu'on a une réinsertion sociale, on récupère ses facultés cognitives, on travaille, on est inséré socialement, dans la famille, etc. Alors, dans le trouble bipolaire, effectivement, c'est une maladie qui touche quand même des classes sociales, socio-économiques qui sont plutôt, on va dire, satisfaisantes, entre guillemets, je ne vais pas dire élevées. Alors, on dit que c'est la maladie des stars, quand même. Beaucoup de stars sont atteintes de ce trouble. Donc, le rétablissement est plutôt, on va dire, plus aisé que dans le trouble schizophrénique, où là, les patients sont déjà marginalisés. Comme on a dit, il y a des symptômes négatifs, ils sont pragmatiques, ils ne peuvent pas travailler. Et là, il y a tout un travail, du travail avec l'hospitalisation, bien sûr, mais les traitements, le travail des travailleurs sociaux, des soignants, du CMP, des hôpitaux de jour, qui interviennent, comme on peut avoir dans certains cas de troubles bipolaires. Mais effectivement, on ne parle pas de guérison. Le pronostic, si je peux me permettre, le pronostic est conditionné principalement dans la schizophrénie par la durée de psychose non traitée. Dans la schizophrénie, c'est primordial que le patient soit traité dès le premier épisode. Succinctement, il y avait une étude Mayo Clinic, une ancienne étude qui avait montré, elle avait pris 1000 patients qui travaillaient, ils ont fait leur premier épisode, ils ont traité, ils sont tous repartis travailler. 100%. Voilà. Un patient dont le délire a évolué depuis plusieurs mois, plusieurs années, la rémission, le retour est beaucoup plus compliqué. Dans la bipolarité, c'est pareil, on va faire en sorte que l'épisode dure le moins longtemps possible. C'est très important. Il y a la notion d'insight, de conscience de la maladie qui intervient. Dans la bipolarité, les patients ont souvent un insight, ils ont quand même conscience, parce qu'ils reviennent quand même à un état, à une qualité de vie, à un état plutôt basal, à un état neutre. On a quelques cas où la conscience de la maladie est plus compliquée, surtout ce qu'on appelle l'insight thérapeutique, c'est-à-dire
le besoin de traitement, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience qu'on a besoin de traitement, ça c'est assez compliqué. Dans la schizophrénie, c'est beaucoup plus compliqué. L'insight de la maladie est très compliqué. Les patients souvent n'ont pas conscience de la maladie, ils ne rentrent pas dans les soins, et c'est à force d'effort, qu'au bout d'un moment, cet insight se crée, un embodied insight se crée, et le patient petit à petit rentre dans les soins, et on peut alors travailler, on peut alors lui proposer un projet de soins, pour avoir comme objectif bien sûr le rétablissement. Voilà. Mais effectivement, on ne parle pas de guérison. Petit aparté, actuellement, on parle de symptômes pré-psychotiques. Chez l'adolescent, j'en parle parce que c'est important. Il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent sur comment détecter le plus précocement possible la maladie. Chez l'adolescent, on peut avoir surtout des symptômes négatifs. Un repli autistique à la maison, un enfant ou un adolescent dans l'école qui a peu d'amis, qui est en échec scolaire, qui a de l'agressivité, qui est non dirigée, mais qui peut avoir de la colère, de la violence. Tout ça, des consommations. Alors aussi, il y a une autre étude du professeur Benjamin à Paris qui a montré que jusqu'à 22 ans, le cannabis peut entraîner un trouble schizophrénique. Ça, c'est nouveau. Ça, on ne savait pas. La relation entre consommation de toxiques et développement de la maladie de la schizophrénie, on ne savait pas qui de l'œuf ou de la poule. Maintenant, on sait en tout cas par cette étude que jusqu'à 22 ans, il y a un lien, il y a une corrélation entre la consommation précoce, avant 15 ans, je crois, ou dès 15 ans de cannabis, et le développement d'une schizophrénie. Ça, c'est important. Chez les familles qui constatent, les enseignants qui constatent ce profil d'élève, il faut consulter. Il faut faire cette consultation parce que là, si on prend à ce stade de la maladie le patient en charge, on évite, mais là, on gagne tout, quoi. On évite toutes les complications derrière et on peut offrir, on peut permettre peut-être aux patients d'avoir une vie tout à fait normale. Docteur, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur tout ce qui est traitement et prise en charge? Alors c'est vrai, vous avez très bien dit, hein, il y a beaucoup de traitements en commun entre la schizophrénie et la bipolarité. Ce sont des neuroleptiques, sauf qu'en fait, la petite subtilité, c'est que dans la bipolarité, on va utiliser des neuroleptiques qui sont thymorégulateurs, qui vont agir sur l'humeur. Dans la schizophrénie, on va utiliser des neuroleptiques qui vont agir sur la psychose, sur le délire, sur la désorganisation. Mais effectivement, certains thymorégulateurs ont aussi une action antipsychotique. Donc ouais, ça se croise. Mais par exemple, le lithium, qui est le traitement de référence, hein, qui est la molécule, on va dire le métal qui est métabolisé par le cerveau pour l'humeur, c'est un peu un traitement naturel, on va dire, qu'on utilise dans la bipolarité, par exemple, ne va pas marcher dans la schizophrénie. À part c'est un trouble schizoaffectif et qu'il y a eu un épisode maniaque. Mais effectivement, les traitements se ressemblent. Donc ça, c'est le traitement médicamenteux. Alors ça, dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie, donc c'est le mot, on va dire, moins barbare que l'électrochoc. Hein. Ça, c'est dans les cas très extrêmes, c'est-à-dire les schizophrénies où il y a des hallucinations qui sont résistantes, les cris suicidaires. Dans la bipolarité, pareil, hein, ce sont surtout les cris suicidaires, on va l'utiliser. Et ensuite, on a les prises en charge non médicamenteuses, donc ça, c'est aussi important que le traitement. On a donc la prise en charge psychosociale avec les travailleurs sociaux, la réinsertion. Nous, on a un service qui s'appelle le CIR à l'hôpital de Montherlant. Il y a des neuropsychologues, il y a des infirmiers, il y a des travailleurs sociaux, il y a des éducateurs qui vont prendre en charge le patient, qui vont lui proposer, pourquoi pas, une prise en charge professionnelle, une réinsertion professionnelle, qui vont l'évaluer au niveau de ses facultés cognitives. Et ensuite, bien sûr, on a le suivi sur le CMP. Le suivi est très important, même si le patient ne prend pas le traitement, qu'il vienne nous voir, parce qu'on doit le surveiller, on doit quand même anticiper. S'il fait une décompensation, on doit l'anticiper et l'hospitaliser ou lui donner les soins assez tôt. Voilà. Stigmatisation et violence, on en parle parce qu'il va falloir en parler, mais tout à l'heure, juste avant, je voudrais revenir avec Sébastien. 2017, on a dit que là, il y a eu un déclic. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, le médecin a pris des mesures, donc j'étais obligé, j'ai vraiment eu peur pour la première fois. Donc j'ai dit, bon, c'est fatigant dans cette maladie, elle est fatigante. Pourquoi? Parce que quand on fait des crises, en fait, ça a des répercussions sur le travail, sur la famille, sur les amis, et même sur les finances, et surtout sur les finances. Et du coup, on a l'impression toujours de repartir à zéro.
Donc en fait, j'avais l'impression à chaque fois je construis et tout. Après la crise, je casse tout. Et il faut reconstruire à chaque fois. Et ça demande énormément d'énergie, c'est fatigant. Donc en fait, je me suis remis en question et j'ai dit, bon, si le médecin a pris cette décision, peut-être que je devrais faire l'essai de prendre le traitement. Et ça m'a vraiment stabilisé parce que j'ai arrêté de faire des crises, d'aller à l'hôpital. Donc en fait, j'ai pu me concentrer sur moi et travailler sur moi. Donc c'est à partir de ce moment que vraiment la guérison a commencé à venir parce que je commençais à prendre conscience de qui j'étais. Et donc je me suis vraiment formé à différentes techniques pour que je puisse libérer les émotions qui sont à l'intérieur de moi. Et j'ai travaillé également sur, comme il disait le médecin, sur la transmission génétique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été transmises. On parle d'épigénétique en réalité. Beaucoup de comportements, beaucoup de situations que nous, parents, ont vécues, on l'a récupéré. On l'a récupéré, ce sont des mémoires qu'on a dans notre ADN. Et ça a des influences finalement sur la descendance. Et donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus, donc ça m'a permis vraiment de savoir qui j'étais. Et finalement, c'était un merveilleux voyage, difficile, périlleux, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé seul et j'ai dû faire un sevrage du traitement. C'était périlleux parce que je pouvais décompenser, en plus à ce moment-là, j'étais seul en Martinique. J'avais plus la famille, en plus je m'étais brouillé avec la famille, donc en fait j'étais vraiment isolé, seul en Martinique. Et j'ai pu réussir en fait à me stabiliser après un sevrage. Je suis passé par le lithium, enfin, peu importe les détails, mais j'ai réussi ce sevrage et j'ai réussi à me stabiliser émotionnellement. Parce qu'en fait, le problème principal chez le bipolaire, c'est qu'il ne sait pas gérer ses émotions face à un stress. En fait, j'étais hyper sensible, donc le moins de stress en fait m'affectait et je pétais les plombs. Je perdais tout contrôle de la situation et je n'étais pas conscient justement de cette perte de contrôle parce que je ne savais pas ce qui se passait en moi. Donc ça m'a appris vraiment à prendre conscience de mes émotions. Et vraiment, c'est un point principal, prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et c'est valable pour tout un chacun, en réalité. Entre 2017 et 2023-24, il s'est passé encore beaucoup de choses, de belles choses aussi, oui. Et qui vous permet aujourd'hui d'être celui que vous êtes. C'est ça, exactement. Pourquoi? Parce que j'ai pris énormément de risques, parce que en fait, quand le Covid est arrivé, je me suis autorisé à quitter le métier d'infirmier. En fait, j'étais plus infirmier parce que, compte tenu de ma situation, j'ai eu un reclassement professionnel, donc j'ai travaillé dans d'autres services au CHU, mais je ne m'épanouissais pas du tout dans ces services. Donc en fait, il y a longtemps que j'avais envie de partir et le Covid a été la solution, parce que tout le temps était pour moi. Donc en fait, 100% du temps, je travaillais sur moi, sur mes émotions, sur ce qui se passait. Je me suis reconnecté à la nature. J'ai pris du temps pour moi et que pour moi. Et c'est ainsi que la guérison est arrivée. Dès que j'ai arrêté de travailler, je me suis nourri de mes passions et concentré sur moi en fait. Et ça a duré 1 an, une retraite spirituelle en Martinique où vraiment j'ai beaucoup travaillé sur mes émotions et j'ai réussi. Je suis vraiment fier de moi et voilà. Donc ça veut dire en fait, à l'époque, je cherchais des modèles. J'étais dans une démarche où j'acceptais pas la maladie, mais j'aurais voulu qu'un jour que quelqu'un puisse me dire c'est possible, tout est possible. Et aujourd'hui, en fait, j'incarne en fait, celui qui a finalement réussi à sortir de cette roue infernale. Voilà. En tout cas, vous avez bien raison d'être fier de vous, Sébastien, n'est-ce pas, docteur? Ah oui, c'est très très beau parcours. Stigmatisation de la violence, on en parle? Oui, bien sûr. Alors, on sait aujourd'hui quelle est la source d'information de la maladie psychiatrique dans la population générale. C'est la télévision, c'est Hollywood, c'est Faites entrer l'accusé, c'est les films Split, encore Fight Club, c'est gentil, voilà, Vol au-dessus des coucous, bon j'en passe, voilà, qu'est-ce que ça montre? Ça montre toujours un patient, alors souvent c'est la schizophrénie, souvent c'est un patient qui est atteint d'un trouble psychotique, qui tue, tueur en série, qui tue, violent. J'ai juste de vous donner une information. Dans les prisons aux États-Unis, ils ont fait une étude. Ils aiment bien faire des études en prison aux États-Unis, contrairement en France. Ils ont fait des études sur beaucoup de cohortes de détenus qui ont fait des homicides. Qu'a été la part de des détenus qui sont atteints de schizophrénie, à votre avis? 5%. Donc 95% des auteurs d'homicides sont des personnes comme vous et moi. Bon, avec quelques caractéristiques quand même, voilà, mais pour vous dire que
on associe souvent, d'ailleurs, il y avait une étude européenne là, qui avait montré que 60% des gens qui avaient été interrogés associaient la maladie psychiatrique, surtout la schizophrénie, la psychose, à la violence. Il faut savoir que dans la psychose en général, bon, on va parler de la schizophrénie également, mais par exemple, la schizophrénie, les patients, c'est de la précarité. C'est des patients qui sont en grande détresse, qui sont juste dans une précarité extrême, qui sont marginalisés, qui sont victimes, sont plutôt victimes. Alors, il peut y avoir dans des cas... Alors, c'est vraiment des cas où il y a des injonctions, où ils ont des voix. Alors, c'est des cas qui sont quand même rares, c'est pas tous, où on va leur dire peut-être de passer à l'acte, souvent contre eux-mêmes, plus que contre les autres. Mais c'est des patients dont on abuse. Ils sont abusés sur le plan physique, ils sont agressés. Sur le plan sexuel, bien sûr, sur le plan financier. Donc, ce sont des victimes avant tout. Voilà, donc il y a un gros travail à faire sur ce point concernant la schizophrénie. Concernant la bipolarité, c'est autre chose. La bipolarité, comme on a dit, c'est quand même des classes socio-économiques qui sont un peu plus aisées, qui sont plus insérées socialement. Il y a, alors, au niveau des films, il n'y a pas grand-chose. Il y a Happiness Therapy. Bon, un beau gosse, il roulant en Porsche, bon bref, c'est n'importe quoi. Bon, pourquoi pas, parce que c'est aussi la maille des stars, comme on a dit, mais bon, ça reflète pas la réalité. Mais là, on aura une auto-stigmatisation. C'est-à-dire que par les actes que le patient a commis pendant les épisodes maniaques ou hypomaniaques, comme vous avez dit tout à l'heure, très bien, allez voir, enfin, vous voyez, on va pas revenir là-dessus, mais tout ça, ensuite, on s'auto-stigmatise, on a des ruminations négatives sur soi-même, on va s'auto-culpabiliser, on va s'auto-accuser, et c'est là où la dépression arrive. Généralement, après une phase hypomaniaque-maniaque, on a une phase où le patient descend. Et voilà, donc on a deux mécanismes de stigmatisation, différents selon le type de maladie. Mais voilà, il y a tout un travail. Après, bon, effectivement, faire un film sur un patient atteint de schizophrénie, j'imagine que ça ne va pas être vendeur non plus. Mais c'est vrai que voilà, il faut que il y a du sensationnel, il faut faire des entrées, mais c'est pas du tout la réalité, absolument pas. Très très loin, très très loin. Si vous voyez dans certains de nos patients dans quelles conditions ils vivent, mais c'est. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait de prise en charge. Il y a toute une prise en charge aussi, on va dire financière. Donc on les aide, on va leur trouver un logement. Quand ils sortent de chez nous, ils ont le logement. On leur fait l'allocation adulte handicapé, donc on fait une demande d'allocation adulte handicapé quand elle est nécessaire, et le plus souvent elle est nécessaire. Donc il y a aussi cet aspect financier qui rentre en compte, que l'on met en place pour aider nos patients, que quand ils sortent, qu'ils ne se retrouvent pas dans la même situation de précarité dans laquelle ils étaient avant de venir. Mais après, il y a tout un travail aussi, comme vous avez dit, nous on est là pour aider, on est là pour accompagner, mais la rémission, le rétablissement, ça vient de soi. C'est le patient de faire des efforts, c'est le patient de prendre les bonnes décisions, de ne pas plus consommer. Voilà, c'est à lui aussi, ça vient de lui. Le rétablissement vient de lui. Et Sébastien nous l'a bien fait comprendre ce soir par son témoignage. On va revenir tout à l'heure, docteur, avec quelques conseils. Mais qu'est-ce que, Sébastien, vous aimeriez dire à tous ceux et celles qui nous regardent ce soir ? Alors, j'ai envie de dire, la vie qu'on mène dépend de la façon dont on la voit et dont on la perçoit. Ça veut dire, aujourd'hui, on a appris le décès du maire, la famille est endeuillée. C'est normal, ça fait partie de la vie, on a des accidents qui arrivent, on a la faculté ou pas de dépasser l'événement. En réalité, on est quand même aux commandes de notre vie parce qu'on peut, on va dire, gérer l'émotion. C'est-à-dire, c'est notre émotion, si on en prend conscience, on n'est pas obligé de rester à ruminer la tristesse parce qu'en fait, j'ai envie de dire, on attire à soi certains événements. Si on est dans un esprit positif, on a conscience qu'on est triste, et ben tu vas dans la nature, tu vas prendre un bain de mer, tu vas prendre soin de toi, surtout. Et c'est ça, en fait, la sortie d'une crise, c'est être conscient de cette crise et mettre en place des outils, des moyens pour y arriver. Et on a plein de moyens ici, on est sur une belle île, on a la nature qui est omniprésente, juste aie conscience qu'autour de toi, tu as quand même des énergies qui vont te nourrir. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage ce soir. Et puis j'espère qu'à travers tous ces mots, eh bien, que nombreux d'entre vous, chers téléspectateurs, ont trouvé en tout cas la force et la positivité pour s'en sortir aussi. Pas forcément dans ce combat-là, mais dans nos combats en général que nous menons. Docteur, quelques conseils ? Alors les conseils, bon, je pense qu'on les a tous donnés. Grosso modo, le dépistage, d'accord ?
quand on a des antécédents psychiatriques dans la famille, si on commence à développer certains des symptômes dont on a parlé, il faut consulter, il faut s'inquiéter de notre entourage. Effectivement, il faut prendre soin de soi, comme vous l'avez très bien dit, mais il faut aussi prendre soin des autres. Il faut être vigilant sur l'état de santé des autres, les consommations de toxiques. Il faut, voilà, ça c'est quand on a des antécédents familiaux, c'est net, ça c'est clair, ça va. Les chances de développer la maladie sont très importants. Et surtout, chez les adolescents, les symptômes dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est important, surtout sensibiliser les enseignants, sensibiliser les familles. Voilà. Le conseil, c'est venez consulter au CMP. Nous sommes là, nous sommes sur une île, comme vous l'avez très bien dit, on a une offre de soins qui est vraiment, moi, je trouve exceptionnelle. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, la psychiatrie avec des camisoles, c'est fini. On est dans une autre ère, on est dans une autre psychiatrie beaucoup plus humaine. Donc, si vous pensez avoir ça, alors j'ai pas envie non plus d'inciter, mais voilà, si vous pensez que vous avez des difficultés, que vous rencontrez des difficultés quelconques, venez consulter. Même si vous pensez ne rien avoir, c'est pas grave. Une consultation, ça reste une consultation. On fait une consultation, vous n'avez rien, vous rentrez. Bon, tant mieux. Mais voilà, il faut empêcher, il faut détecter le plus précocement possible et empêcher la maladie d'évoluer. C'est notre principal objectif. On fait de la prévention. De la prévention. Alors, docteur, prochainement, on aimerait bien, nous, à Canal 10, faire une émission plus large sur la schizophrénie et avoir vraiment la petite équipe. Je me suis renseignée et je sais qu'il y a carrément une équipe qui prend en charge les patients schizophrènes, où il y a un infirmier, où il y a une assistante sociale, enfin une équipe de 3-4 personnes, 5 des fois. Et peut-être que ce serait très porteur que de faire une émission plus large sur la schizophrénie avec ces professionnels. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr, ce serait très intéressant. Je vais voir selon les disponibilités de chacun et chacune, mais je vais vous tenir au courant. Bien sûr, ce serait très bien. Ben, on va tenter de faire ça le mois prochain. Vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, on veut vraiment s'occuper de vous, s'occuper de nous, s'occuper de cette santé qui parfois, par certains coups de la vie, une santé qui devient malheureusement très fragile, eh bien, nous, à Canal 10, on a compris que la santé, c'était une priorité et on s'en occupe. Jeudi prochain, on va revenir avec une nouvelle thématique. Je vous donne donc rendez-vous 20h, 21h sur Canal 10. Et puis, ce soir, on a eu Yann à la réalisation. Merci pour la réalisation de cette émission, Yann. Merci à toute l'équipe de Canal 10. Merci à Sandrine Rodriguez qui s'occupe des réseaux et qui s'occupe de promouvoir cette émission et les thématiques un petit peu avant l'émission. Merci à Madame Laure Zafra qui s'occupe du visuel. On n'a pas souvent le temps de remercier toute la petite équipe qui travaille autour de Santé 10 et qui travaille en amont sur cette émission. Donc ce soir, on en profite. Et puis merci à la direction et à Madame Lisa Rodriguez qui nous donne la possibilité de parler de santé en toute simplicité. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis de bien rentrer, chers invités. Hein, soyez prudents sur la route. Merci. Et nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain, même télé, sur Jacques Honnête.